11e festival du film insolite de Rennes-le-Château. Nous sommes avec un reporter documentariste, Michael Lézé. Bonjour Michael. Bonjour. Alors Michael, votre série, Chikwakala, c'est ça, est en compétition pour le festival du film insolite de Rennes-le-Château. Il y a une compétition documentaire, une compétition court-métrage. On est sur des documentaires et courts insolites. Vous avez donc 6 petits films, donc une durée totale de 1h09. Alors, vous présentez quand même avant de parler de cette série insolite. Michael, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup voyagé et vous avez créé une boîte de prod qui s'appelle Hetzel Vidéo Production, c'est ça? Exactement. Donc c'est votre première production documentaire? Non, il y en a eu d'autres. Après, c'est la première qui vient en festival. D'accord. Donc, sinon, j'ai effectivement, moi, je suis assez spécialisé dans la nature et le vivant. On va dire que c'est souvent les projets qui viennent à moi. Et donc j'ai déjà eu l'occasion de faire des web-séries sur ce sujet-là. Alors, on va tout de suite la question, qu'est-ce que ça veut dire Chikwakala? Alors Chikwakala, c'est dans le langage Kogi, le peuple autochtone, qui est le sujet, un des sujets du documentaire, parce qu'au final le sujet principalement c'est le savoir entre notre science, nos scientifiques et le peuple Kogi. Et en gros, Chikwakala pour les Kogi, c'est la force d'explosion. En fait pour eux, la Terre, la vie sur Terre, elle est régie par deux forces, force d'explosion et force de rassemblement. Chikwakala, c'est la force d'explosion. Chendukwa, c'est la force de rassemblement. Et en fait, pour qu'un monde soit équilibré, soit en équilibre, il faut trouver l'équilibre de ces deux forces. D'accord, oui, c'est la question de la dualité, qu'on a pas mal de mythes aussi. C'est ça. Alors ça veut dire que vous vous êtes déplacé, vous avez rencontré les Kogi, c'est ça techniquement? Voilà, exactement. En fait, ils sont venus à notre rencontre, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'ils viennent eux des montagnes de Santa Marta en Colombie. Et ils sont venus pour faire un diagnostic croisé de santé territoriale du fleuve Rhône. C'est-à-dire le fleuve maître de l'Europe. Oui. Et en gros, moi, ma mission, ça a été d'essayer d'enregistrer tout ça en images pour en sortir derrière documentaire et web-série. Et pour pouvoir justement partager en fait un nouveau regard. Ce nouveau regard, c'est à la fois celui des Kogi, à la fois celui des scientifiques et la fusion des deux. Donc vous avez rencontré aussi des scientifiques lyonnais par rapport à ça? Des scientifiques pas que lyonnais. Pas que lyonnais. Ouais, il y a vraiment eu de tout. Il y a eu des scientifiques du CERN, il y a eu des scientifiques lyonnais, il y a eu des scientifiques de Grenoble, il y en a eu de Camargue, des naturalistes. Voilà. Alors du coup là les Kogi, j'imagine on est un peu dans le chamanisme, c'est ça? Alors ils n'aiment pas dire ça. Ils n'aiment pas qu'on dise ça parce qu'en fait effectivement dans notre culture c'est appelé chaman, mais chez eux c'est très pragmatique. Alors dites-nous comment. Et donc en gros nous on n'a pas de mots pour dire ce qu'ils sont réellement, mais on va dire que effectivement c'est des chamans, mais en fait ils ont une manière de voir le monde qui est différente et en fait c'est ça qu'ils essaient de partager. Et ils ne sont pas comme les chamans qu'on pourrait connaître chez nous. C'est pas tout à fait la même vision des choses. Eux, ils sont très pragmatiques dans leur démarche. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont une vision symbolique du monde et des éléments et de la nature? Mais le symbolisme pour eux, et c'est pour ça qu'il faut découvrir la série, le symbolisme pour eux est un symbolisme très pragmatique. Ils sont très ancrés, très enracinés. Et ils nous disent souvent d'ailleurs, l'ésotérisme, ce que vous en avez fait dans votre société, le peu qu'on en a vu, on n'aime pas ça, c'est pas quelque chose qui nous ressemble. Oui, parce que l'ésotérisme est devenu peut-être un instrument de pouvoir, une maîtrise, et eux ils sont plus dans... À la fois de pouvoir, mais aussi quelque chose de déformé par rapport à une réalité. C'est plus ça qui nous expose, c'est-à-dire pour eux, la réalité du monde, elle est inchangeable. Et en fait, dans notre ésotérisme, on a tendance, nous, à déformer les choses, à déformer les propos, et tout ça, effectivement, peut-être pour manipuler, et après on en revient à ce que vous dites, le pouvoir. La magie noire et la magie blanche. Voilà. Donc eux, ils se situent dans une magie qui est ni noire ni blanche, alors ils ne sont pas dans cette dualité-là. Il n'y a pas de magie chez eux, en fait. Il n'y a pas de magie. Alors, comment agir sur le monde? Comment eux, ils agissent sur le monde? Oui. Est-ce qu'il y a une action sur le monde? Ils agissent principalement par des vecteurs comme l'histoire des lieux, c'est-à-dire ils arrivent réellement à essayer de s'ancrer au lieu, et de questionner et d'aller voir en fait d'où on vient, d'où le territoire vient. Et après ils ont quand même d'autres aspects qui sont très curieux, mais qu'on n'arrive pas encore trop à élucider. Ils arrivent eux-mêmes, sans des fois qu'on leur pose des questions, à connaître des choses vis-à-vis des lieux. Et on a déjà eu des expériences similaires à ça qui ont été assez étonnantes. Oui, donc la mémoire des lieux, cette idée de se connecter peut-être à des... Et alors du coup quand ils viennent en France, l'état diagnostic du fleuve, alarmant peut-être alors Alors c'est ce qui est sorti, si je dois le résumer vraiment très court, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Si je dois résumer très court, tout le pourtour du Rhône,
c'est industrialisé, en fait il n'y a plus vraiment de nature pour eux, même si en tout cas on y a mis des arbres, etc. C'est pas la nature. C'est pas vivant. Elle a été domestiquée en fait, et pour eux c'est plus du tout de la nature. Là où ils ont retrouvé de la nature, c'est qu'on a poussé jusqu'en Corse. Et là en Corse, on a été visiter un site mégalithique. Et là ils ont dit, ça y est, on a l'impression d'être chez nous, on a l'impression d'être à Santa Marta. Ici, la nature est réelle. Donc c'est pas... Ah, mince. Alors du coup, je couperai. Donc du coup, la question c'était oui, le diagnostic. Donc effectivement, parce que là du coup c'est compliqué, là il faut reprendre la question. Donc cut. Alors, donc l'écoguie, diagnostic, le Rhône, malade, pas malade, comment... Et le Rhône, selon eux, il est malade, mais il n'y a pas que le Rhône en fait, il y a beaucoup de choses et il nous montre en fait par le biais de ce voyage qu'on a fait ensemble, il nous montre en fait quelques points qui exposent le pourquoi du comment, ils estiment que ça c'est malade. Et souvent ça passe par une lecture différente de la nature. Et par exemple, un aspect tout bête, on a été voir les sources de Jose, qui sont des sources qui sont considérées en tout cas avec des eaux pures. Et en gros, ils nous ont dit, regardez, la source elle est là, et à 50 cm de la source, vous avez mis une route. Oui, c'est ça. Et en fait, pour eux, c'est un irrespect total par rapport au vivant. Parce que cette eau-là, en fait, elle a des caractéristiques qui sont extrêmement importantes pour le lieu, et elle n'est pas respectée. Alors du coup, est-ce qu'il y a des pistes de guérison une fois qu'on a fait le diagnostic? Alors les pistes de guérison, ce qu'ils nous ont dit en tout cas, pour le moment par rapport à ce qu'on sait et ce qu'on peut voir d'eux, le premier pas, c'est de se reconnecter à l'histoire du lieu, se reconnecter à l'histoire de nous en tant que personnes et de culture. Ça, c'est le premier pas fondamental. C'est un premier pas qui va nous permettre de se reconnecter, se réenraciner à la Terre et savoir comment fonctionne notre écosystème, dans le sens large. Ok, intéressant. Donc du coup, cette série, elle est complète ou il y a encore des épisodes à venir? Je pense qu'il y en aura d'autres à venir et en plus, il y a un autre tournage qui est prévu en 2026 où là, on va aller plus dans la pratique. C'est-à-dire que là, pendant le diagnostic du Rhône, on était plus dans de la constatation et de l'échange. Voilà, l'intérêt c'est de voir aujourd'hui comment on fait. Une fois qu'on a fait le constat que ça va mal, effectivement. Alors c'est intéressant, donc ça met les choses en perspective, effectivement, les peuples premiers. Donc comment nos auditeurs peuvent voir ce documentaire? Alors il va y avoir plusieurs vecteurs. Il y a le vecteur web-série, celui qui est présenté au festival là, qui sera visible au grand public à partir de mi-2026. Parce qu'en amont, en fait, il fera l'objet en fait, de webinaires et de séminaires qui vont être partagés par l'association Chendukua et auxquels n'importe qui peut y assister. Et par contre, une partie de ces webinaires seront sans doute payants parce qu'amènent beaucoup de professionnels, beaucoup d'échanges qui vont devoir être mis en place. Et donc c'est pour ça qu'en fait, la version publique sera mi-2026. Et après, à côté de ça, il y a un autre réalisateur que j'ai aidé, j'ai fait une co-réalisation avec lui, qui a fait un documentaire avec un peu les mêmes images, mais c'est pas du tout les mêmes histoires, et qui, ce documentaire est déjà passé sur Ushuaïa TV durant le mois de février de cette année. Et à partir de fin d'année, on a eu la nouvelle il n'y a pas si longtemps, il y a un distributeur qui va le distribuer pour le cinéma. Ah oui, c'est un challenge, parce que les documentaires au cinéma, il n'y en a pas des masses, quoi. Donc on est curieux de voir ça. Comment c'est en courant? Il y a un site internet Chendukua. Alors ça s'écrit comment? Parce que c'est complexe. T-C-H-E-N-D-U-K-U-A. Voilà, et bien écoutez, merci en tout cas Michael Lézé pour quelque chose qui sort un peu du commun. C'est le lot du Festival Insolite de Rennes-le-Château. Et on est curieux de voir ça en 2026. Merci beaucoup. Et vous êtes en compétition, donc peut-être on aura une bonne nouvelle pour vous, on ne sait jamais. Pourquoi pas. Suivre, merci.